Voilà, bonjour tout le monde. Alors, voilà, moi j'ai ce petit niveau laser de chez Parkside, donc performance qui commence à faire des siennes. Donc, je vais vous montrer, hein. Ah bah il veut plus du tout. Ah voilà, ça y est. Voilà, là si on peut voir sur ma main, vous voyez qu'il y a un trait qui est très lumineux et l'autre qui affaiblit un petit peu. Donc, bon, j'ai peu d'espoir hein, de le récupérer, déjà parce que je ne sais pas si j'en ai la compétence, mais je me suis dit que, bah, écoutez, ça va être l'occasion de voir un petit peu comment est fait ce modèle. Alors, je vais vous donner sa référence. Je ne sais pas si on va arriver à le voir là. Tac. On va peut-être le faire comme ça. Donc PKLLB 360B3. Donc c'est un modèle Parkside Performance. Alors il m'a rendu pas mal de services. Et bah, j'aimerais bien que ça continue. Donc, bah, écoutez, on va voir un petit peu comment c'est fait. On va découvrir ça ensemble. Et puis, si j'ai du bol, je vais peut-être trouver comment le réparer. Et si pas, ma foi, bah, qu'à rejoindre ma petite caisse de réserve de composants pour faire autre chose. Oh, il y en a là encore. Voilà, bah écoutez, pour l'ouvrir, donc il y a 4 vis en fait ici à enlever. Et puis apparemment, la petite fenêtre là également sert à fixer la structure. Donc, il faut la démonter également. Et puis là, voilà, on va accéder aux entrailles de la bête. Oula. Ah oui, d'accord. Ah bah plus tard, j'ai bien fait de le voir ça. Une espèce de petite cale qui va là. Vous voyez. Tac. Alors, je suppose qu'il y a la même en face. Tac, une vis qui est tombée. Voilà, donc ça, on peut le mettre de côté. Un petit truc pour les diodes. Ça va là. Et là, je suppose qu'il va y avoir la même cale. Ouais, elle est là. Voilà, il y a la même cale ici. On peut voir. Voilà. Et voilà, l'interrupteur de fixation, donc il est ici. Donc, je vais le laisser dans cette position-là, parce que là, si on le met comme ça, quand je vais le remonter, il y a peut-être quelque chose qui va bloquer ici. On va tout de suite le mettre dans cette position-là, de sorte que le loquer, parce qu'il y en a sûrement un ici qui glisse bien sans rien casser. Puis bon, pour le reste, ce sont juste des petites tiges de transfert en fait, et puis des sortes de fibres optiques pour les LED. On en voit une ici, là, et puis une ici. Voilà. Allez, on met ça de côté. Tac. Et bah, j'ai toujours été curieux de voir comment c'était fait ces trucs. Ah ben voilà. Voilà. Donc vous voyez la petite tige qui va là. La petite tige là vient ici. Et donc quand on pousse ce bouton, elle est abaissée. Là vous voyez, là il est bloqué. Et voilà, et là je le libère. Vous voyez, voilà. Et puis en plus il y a un petit interrupteur là qui doit envoyer un signal donc pour comment dire, pour le faire continuer à s'éclairer alors qu'il est en position verrouillée. Là je vois il y a 3 fils qui partent. Ouais, jaune, noir et rouge. Voilà, et ce sont ceux-là. Donc l'interrupteur est ici. Voilà. Et là, on peut voir que voilà. Donc la prise USB en fait alimente la petite carte ici. Voilà, ça fait ça. Et du coup, la batterie hop, vient là. Voilà. Donc là, on a l'interrupteur. Vous voyez, avec la LED qu'on voyait sur le dessus là. Voilà. Et puis la diode qui éclaire super mal. Voilà. Bon, je vais l'éteindre. On va regarder un petit peu comment il fait le circuit. Alors, j'ai pas de microscope sous la main, il faudrait que je le sorte, j'en ai un petit dans un carton. Je vais essayer de vous montrer ça à la loupe. J'espère qu'on va arriver à voir. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, ah oui. Ah la vache, oui.
Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire passer à la loupe. Voilà, vous voyez, il y a des fils ici qui sont extrêmement fins. C'est logique, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des ferrosols qui viennent perturber le fonctionnement de l'inclinomètre, là, en fait, hein, du niveau. Donc ces fils sont très 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 fins. Et alors là, malheureusement, ils ont mis de la colle dessus. Donc si on pète cela, ouais, ça va être compliqué à réparer, quoi. Il va falloir gratter la colle, dessouder des petits bouts de fil, retrouver à quoi ils sont reliés là. Voilà, ouais, là, ici. Parce qu'après, on a des fils plus gros qui prennent le relais pour alimenter les diodes. Donc ces fils-là, faites vraiment attention, ils sont à peine visibles, hein. Ils sont à peine plus gros qu'un cheveu. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais commencer par enlever, on va tout déconnecter, on va voir un petit peu comment il fait le circuit. Tac. Alors, ce qu'on peut tout d'abord voir, alors très probablement, mais là je vois, comme il y a deux diodes, je vois deux trucs qui ressemblent étrangement à des transistors. Et à mon avis, ce sont ces deux trucs-là qui pilotent. En plus, ils sont près des petits fils, là, donc ce sont très probablement eux qui pilotent ça. Puis je vois derrière, il y a un truc qui peut ressembler à une résistance, donc on va les regarder d'un peu plus près. Tac. Je vais essayer de regarder ça avec vous. Voilà, ouais. Alors, ce que vous avez dû tous apprendre, c'est qu'une diode, on l'alimente toujours à travers une résistance, parce qu'une diode se pilote en courant, pas en tension. La tension sert juste à l'allumer, il faut franchir une tension de seuil en fonction de la couleur, hein. C'est autour de 1,5 volts pour les diodes rouges, autour de 2 volts et demi, 2 volts, 2 volts et demi pour les diodes vertes, et les diodes bleues, ça peut monter à 3 volts. Et derrière, une diode, ça se pilote en courant. Donc évidemment, si vous envoyez une tension trop grande, votre diode peut claquer. Mais le couac, en fait, c'est que la diode n'a strictement aucune résistance interne. Donc si jamais vous la branchez sur une batterie directement, la diode va, supposons que vous la mettez sur une batterie de 5 volts, la diode va prendre sa tension de polarisation. Donc je vous ai dit, par exemple, une diode verte, ça va être autour de 2 volts et va laisser filer 3 volts. Par contre, comme il n'y a absolument rien qui limite le courant, la batterie, la pile, va envoyer absolument tout ce qu'il y a là dans la diode. Et c'est-à-dire que la pile, vous la mettez en court-circuit. Alors une pile en court-circuit, hein, ça peut envoyer 500 mA, 1 ampère. Une batterie lithium de ce type-là, ça peut envoyer 3, 4, 5 ampères, 10 ampères même, hein, s'il n'y a pas de régulateur. Et puis alors là, la diode, on l'envoie immédiatement au paradis des diodes. Donc une diode, on met toujours une résistance dessus pour limiter le courant qui va circuler dans le circuit qui la branche à la batterie. Et une diode, typiquement, c'est 10-20 mA. Les diodes laser, comme ça, elles sont beaucoup plus puissantes, hein, bien évidemment. Donc, ce sont des diodes qui vont fonctionner à une centaine de milliampères, sûrement. Peut-être même un peu plus. Et alors, je vous avais dit qu'une diode, ça se pilote normalement en courant. Mais vous avez également la possibilité de la piloter à petit transistor. Alors, je suis embêté parce que j'ai pas de truc suffisamment fin et en plastique pour éviter de tripoter les circuits électriques avec un bout de ferraille. Je déteste parce que ça finit toujours par planter. Ah bah écoutez, on va faire ça avec ça. Voilà. Alors, et du coup, on peut également la piloter les diodes avec des petits transistors. Parce qu'un transistor, alors attendez, je vais couper 2 secondes. Voilà, me voilà de retour avec mon petit tableau magique. Alors, comment ça fonctionne en fait? Quand vous avez un transistor, tac, voilà, on va faire un truc comme ça. Le transistor, en fait, vous allez l'alimenter avec un courant, avec un tout petit courant. Et ce transistor, en fait, il a une, je crois que ça s'appelle HFE, ou je ne sais pas trop comment, il a une amplification qui fait que ici, vous allez voir circuler I fois HFE en gros, hein. Ces transistors de ce type, ils ont un gain qui est de l'ordre de 100. Donc si ici vous envoyez 1 milliampère, vous allez ressortir ici une centaine de milliampères. Voilà. Mais comme vous le voyez, en fait, si jamais vous branchez ici votre diode, vous allez bien avoir un courant qui va piloter la diode et pas une tension.
Et plus vous allez faire monter ce petit i, bon, jusqu'à saturation hein, du transistor, plus ce courant-là va monter et donc vous allez alimenter votre diode. Donc dans ce type de montage-là, vous n'avez pas besoin de mettre la résistance comme on l'aurait fait avec n'importe quel autre, dans un montage classique. Hein. On aurait eu ça. Voilà, la résistance qui sert à limiter l'intensité qui circule dans la diode. Et ben là, ici, on peut remplacer ça par un transistor. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça que toutes les alimentations LED qu'on a à la maison, c'est comme ça qu'elles sont alimentées. Hein. Parce que c'est un petit avantage, ça, c'est que ça dissipe pas de chaleur, ou très peu en tout cas, alors qu'ici vous avez une résistance dans laquelle passe un courant et cette résistance en permanence, elle crame des watts pour chauffer le ciel bleu et les petits oiseaux, alors que ce qu'on demande c'est d'éclairer. Alors, dans ce cas-là, vous avez également une résistance ici hein, qui pilote le transistor, mais le courant d'entrée du transistor est extrêmement faible. Donc cette résistance, en fait, elle dissipe quasiment rien. Puis là, je pense, sur cette plaquette, là, je vois 2 transistors et 2 petits trucs qui ressemblent à des résistances. On va regarder à la loupe. Je pense que c'est effectivement ce type de montage qui est utilisé ici. Donc, écoutez, moi comme je vous ai dit, comme d'habitude, je ne suis pas un électronicien professionnel, je suis un petit électronicien amateur. Je ne sais pas si je m'y prends correctement, mais ce que j'ai envie de croire, habituellement quand il y a un condensateur, c'est le premier truc que je teste, c'est le condensateur. Les puces là, bon là ici je pense pas, hein, mais souvent il y a des programmes, donc ça c'est intestable. Donc il vous reste pas grand chose en fait derrière, hein. Vous avez l'alimentation, la partie alimentation à tester. Moi là en l'occurrence je vois que les LED s'allument, donc c'est que l'alimentation fonctionne bien. Donc c'est quelque part soit la diode, soit le circuit de pilotage là qui a planté. Donc j'ai envie d'étudier plutôt ce circuit là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par tester cette petite résistance là déjà. On va voir si c'est elle qui me pose, qui est à l'origine de mes soucis. Donc, tac, on va pousser le petit tableau et on va tester ces petites résistances. Alors, je vais juste regarder quelle est leur valeur. Voilà. Alors, ce qu'on voit sur les résistances CMS, sur les résistances, vous allez voir 3 numéros, en général 3 chiffres. Donc là en l'occurrence, c'est 10 et 2. Alors, selon les composants, ça peut être le nombre de zéros, ça peut être l'unité qu'il y a derrière, kilo, méga, etc. Là, sur ces résistances-là, en fait, ce que ça signifie, là, c'est que vous avez 10 et puis 2 zéros derrière. Donc, ce sont des résistances qui devraient faire à peu près 1000 ohms. Bah, écoutez, hop, on va tout de suite le tester. Je prends mon petit multimètre. Hop, on va se mettre en... Alors, ce qui est embêtant, par contre, c'est que c'est vraiment tout petit. Donc, j'ai débranché la batterie. Voilà, comme ça, je fais pas de bêtises. Puis voilà, je vais me connecter. Vous voyez, sur la première résistance, tac. Et là, on peut lire 0,97 kΩ. Donc, on est à peu près aux 1000 ohms qu'on voulait. Donc, cette résistance, c'est OK. Celle-ci également. Bon, donc déjà, on sait que ce ne sont pas les résistances. Donc, derrière, il nous reste à tester les petits transistors et puis les diodes. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, je suis pas sûr, hein, il va falloir que je vérifie, mais je vois que sur le transistor, il est écrit juste ça, Y2. Alors, j'ai déjà vu ça sur pas mal de montages. Je vous demande une petite seconde, je vais aller vérifier sur mon téléphone ce que c'est. Ouais, c'est un transistor assez classique, alors du coup, voilà, c'est ce qui me semblait. Il semblerait que ce soit un transistor SS8050. Alors ce sont des transistors qui sont assez connus en CMS, hein, ce sont des petits transistors NPN. On en croise souvent. Et du coup, ils sont assez classiques. Et si je ne me trompe pas, la tension base collecteur, elle
devrait être de, et base émetteur devrait être de 0,7 volts. Ben, on va tester ça tout de suite. Hein. Là, je suis en voltmètre. Non, en voltmètre, en position diode. Donc, on va voir si alors la base, c'est celle-ci. Ah, zut. Forcément, si je la mets à l'envers. Ah, alors on va vérifier si j'ai bien mes 0,7 volts entre la base et l'émetteur et le collecteur. Voilà, donc là on a 0,7 volts. Ici 0,7 volts aussi, donc celui-ci a priori il est bon, il n'est pas en court-circuit et il n'est pas non plus ouvert. Donc là 0,7 volts, 0,7 volts. Bon, bah, écoutez, a priori la résistance et le transistor fonctionnent. Le transistor fonctionne. Alors là, la loi de Murphy, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste pas grand-chose. Il reste à vérifier les diodes. Et puis alors là, je suis vachement embêté parce que ces diodes-là sont des diodes laser, donc qui sont dans un format qui permet de rentrer dans un châssis là. Et en plus, elles sont réglées, hein, forcément. Et si c'est elle qui est cramée, malheureusement, je vous laisserai me dire en commentaire. Je suis pas sûr de pouvoir la réparer. Celui-ci, c'est bien dommage. Hein. Il m'aura rendu bien service. On va voir un petit peu comment ça marche tout ça. Alors là, les petits fils là qu'il y a ici, je ne veux pas les toucher. On va peut-être vérifier si il n'y a pas de, si le courant passe bien entre eux et nos diodes. Des fois qu'il y a un de ces fils qui est rouillé ou je sais pas, ça peut être, ça peut aussi être. Alors ça passe bien. D'accord, ça passe bien. Alors, les fils, attendez, je vais pas regarder la résistance par contre. Ça devrait faire à deux. Vu comme il est fin, il va sûrement y avoir un ou deux ohms hein, sur la longueur du fil. Ouais, 0,8. Et l'autre 0,8. Bon, les deux ont la même résistance. Donc a priori, ils sont en bon état. Le troisième, c'est la masse, mais vu que la masse, ouais. Mais vu que les deux diodes là, qu'il y en a une qui fonctionne très bien, c'est que le courant passe très bien dans ce fil, donc je ne vais pas aller plus loin. Il me reste à tester les diodes et là je suis vachement embêté. Alors, je bricole beaucoup là sur une paillasse improvisée parce que mon atelier, je suis en train de le remettre à neuf et du coup, j'ai pas vraiment de place pour bricoler comme je le souhaite. Mais bon, j'essaie quand même, malgré les conditions, là, de vous partager un petit peu ce que je fais. Du coup, ce que je vais faire. Alors là, ce que j'ai vu, c'est que les fils, là, ils sont reliés aux deux fils noirs ici. Le rouge, là, je ne sais pas à quoi il sert, et celui-ci non plus. Donc, on a les diodes qui sont pilotées ici par les fils noirs, et il doit y avoir un des deux fils rouges, là, ou les deux, je ne sais pas, qui amène l'autre polarité. On va les essayer. Alors, avant de les essayer, je ne sais pas trop quelle tension me mettre pour ces diodes-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rebrancher la batterie des petites secondes. Voilà. Tac. Et ouais, on va faire ça. Allez, je vais mesurer la tension qui va à mes petites diodes laser là. Voilà, donc on les allume. Tac, je mets en voltmètre. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que je sais que ici, j'ai le moins. Eh ben, je vais juste regarder ce qui sort. Alors, voilà, ici. Pourquoi il en met du... Ah, zut. Voilà. En volt, évidemment. Alors là, je suis bien embêté parce que je vois pas de tension qui arrive.
Ah ben oui, forcément, parce que c'est la masse. C'était des fils noirs, donc normalement ils sont à la masse, donc on va plutôt mesurer ça, ce qui part du plus à ici. Voilà, et puis là on devrait, voilà, donc là on voit qu'on envoie 3 volts, et là on voit qu'on envoie 3 volts également. Bah, écoutez, on va se mettre en 3 volts, ce qui est plutôt logique, vu que c'est une batterie lithium-ion qui, ouais, voilà, qui alimente mes diodes. Donc ce sont des diodes qui sont alimentés en 3 volts et sûrement une centaine de milliampères. Alors moi je ne vais pas monter tout de suite à 100 milliampères parce que j'ai peur de les cramer plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous avais présenté ce petit module qui est finalement il est vraiment pratique. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif. Parce qu'il a une fonction qui est super sympa. Je l'avais pris au cas où je dois tester justement les diodes. Parce qu'il a un limiteur de courant justement. Et c'est exactement ce qu'on cherche, puisqu'on ne veut pas cramer nos diodes. Donc on va le mettre en marche. On avait dit 3 volts, donc je vais mettre 3 volts. Alors on va aller un peu plus vite. Tac. Je crois que c'était 3,1. Donc bah, voilà. On va descendre à 3,1 volts. Tac. Voilà. Et puis je vais commencer avec 100 milliampères, c'est beaucoup trop. On va essayer. Déjà, je vous avais dit que les diodes classiques, elles s'allument des 10 milliampères. Les diodes laser font un peu plus. Je vais mettre à 20 milliampères pour commencer. Si les diodes ne s'allument pas, bah écoutez, c'est qu'il n'y a pas assez de courant qui passe dessus. Et bah, ma foi, je montrerai un petit peu. Alors, je vous avais dit que... Voilà, on a... Alors, j'ai pas de pointe de touche. Hein, ça, il faudra... J'avais prévu ces trucs-là, là. Mais là, je pense qu'ils passeront pas. Ouais, vous voyez. Donc, on va alimenter directement comme ça. Alors, il faut que je fasse attention. Enfin, cela dit, quand je vous dis, il n'y a pas de risque non plus de court-circuit. Hein. Regardez, le limiteur de tension est à 20 milliampères. Si jamais oui, il faut que je le mette sur on. Voilà. Donc là, je balance effectivement 3 volts. Non, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas balancer 3 volts? Pourquoi? Ah, voilà. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Écoutez, voilà. Il balance 3 volts et avec un courant de limitation limité à 20 milliampères. Ah d'accord. Voilà. J'avais une sorte de fichage circulaire là. Alors, si jamais vous mettiez en court-circuit une pile, vous allez balancer tout ce qu'elle a dans le ventre. Ben là, par contre, vous allez mettre les deux potentiels, les deux bornes au même potentiel, hein, une différence de potentiel de 0. Par contre, elle va cracher tout ce qu'elle a. Ben là, vous voyez, avec ce limiteur de courant, vu qu'il y en a un, ça craint absolument rien. Si jamais je mets ça, vous voyez, la différence de potentiel entre les deux bornes passe à 0 volts. Et par contre, on crache tout ce qu'il peut cracher. Je l'ai limité à 20 milliampères. Il crache 20 milliampères. Ça va pas plus loin. Donc je joue pas trop avec ça non plus. Hein, mais voilà, vous voyez que la sécurité fonctionne bien. Donc là, je vais envoyer. Alors on va essayer. Hein. Voilà, il n'y a rien qui s'allume. Bon. Alors 20 milliampères, c'est trop faible. 20 milliampères, c'est trop faible. Ouais. On va monter un petit peu. Voilà. Ah, voilà. Voilà, donc là on voit effectivement cette borne-là, là, le fil noir ici, alimente le laser du haut. Et vous voyez que quand j'alimente l'autre, bah, en fait on voit que la diode n'éclaire pas du tout. Et malheureusement, une diode laser en fin de vie, bah, c'est un peu le symptôme. Vous voyez là, on voit que ça éclaire très très peu. Hein. Alors que l'autre, quand je la mets en marche, elle est vraiment nickel. Je vais alimenter les deux en même temps pour que vous voyez bien que c'est... voilà, vous voyez, les deux alimentés en même temps, on voit bien qu'il y en a une qui est fatiguée. Bon, bah, ça veut dire fin de l'histoire. Malheureusement, je ne pourrais pas le remettre en service. Bon, bah écoutez, je vais récupérer ce que je peux récupérer dedans. Voilà, je vois qu'il y a une pile, une batterie, on va la recharger. Et puis, je vais la mettre gentiment à stocker. Ça servira pour autre chose. Cette diode laser, je vais la récupérer.
Là, malheureusement, c'est du CMS, donc dessouder ça pour aller récupérer un composant à 10 centimes, ça vaut franchement pas le coup. Ouais, c'est un peu dommage. Ah, puis je vais récupérer la prise USB là aussi. Le mécanisme, là, je pense pas pouvoir en faire quoi que ce soit. Bon ben voilà, ben écoutez les amis, hein, on aura vu un petit peu les entrailles de la bête. Et ben voilà, on peut lui dire au revoir. Sa vie s'achève ici. Voilà, désolé de ne pas être allé plus loin. J'espère que ça vous aura intéressé malgré tout, hein. Comme j'ai l'habitude de vous le demander, si vous voulez bien me mettre un petit like, ça va m'encourager à continuer. Et bah, moi, je suis bon pour en commander un nouveau. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà, comme on étudie le truc, je me dis c'est un peu dommage en fait de ne pas avoir poussé un peu plus loin. Donc j'ai démonté, là, j'ai récupéré tout un tas de vis et puis j'ai trouvé des petits roulements à billes également sur les axes. Voilà, donc des petits roulements à billes comme ça, je me dis en micromécanique ça peut toujours être pratique. Il y avait un ou deux trucs en fait que je me disais qui pourraient être intéressants à partager avec vous. Outre les petits roulements qui sont justement là pour donner un maximum de liberté au mouvement de notre niveau. Il y a deux petites choses dedans qui sont plutôt astucieuses. Là, ce qu'on peut déjà voir ici, vous voyez là, il y a une espèce de petit boulon. Voilà, je suis en train, voilà, je l'ai enlevé. Hop, et bah, c'est un contrepoids en fait. Il est là pour équilibrer notre petit système sur la gauche et la droite. Donc je suppose qu'il devait y en avoir un autre là, mais comme j'ai déjà pas mal démonté l'appareil, bah, écoutez, je ne pouvais pas pouvoir le montrer. En tout cas sur un axe, on a ce petit contrepoids là qui permettait de régler parfaitement l'assiette entre guillemets de tout ce balancier là. Qui est, ouais, c'est en acier, c'est plutôt bien fait, hein. C'est pas du plastoc vraiment cheap. On a une espèce de fonte d'aluminium, j'ai l'impression. C'est assez lourd, hein, voilà. Et ce qu'on peut voir, ce que j'avais démonté les petits aimants là qui avaient tout au fond de la cage. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Et puis on avait ça qui était dedans. Et il y avait un petit amortisseur là également sur ce disque. Et bah, je l'ai démonté, j'ai récupéré les aimants. Et je me suis dit, bah, tiens, là c'est un truc un petit peu rigolo. Moi, quand je faisais mes études en physique, on avait l'habitude de calmer les oscillations d'appareils très sensibles en faisant plonger la tige dans un petit bain d'huile. Et évidemment, bah, quand vous bougiez à gauche ou à droite, l'huile étant visqueuse, elle freinait le mouvement du pendule. Elle ne l'empêchait pas de revenir pile à zéro, mais elle freinait son mouvement et ça évitait d'avoir des oscillations comme ça pendant un quart d'heure. Bah, il faut savoir qu'il existe d'autres systèmes. Là, j'ai été intrigué quand je l'ai ouvert par la présence de cette petite roue en cuivre au fond, en dessous de notre balancier. Et bah, quand j'ai vu les aimants, là, je me suis rappelé qu'effectivement, il existe des freins magnétiques. Alors ça marche pour des éléments qui sont pas ferromagnétiques, c'est-à-dire qui n'ont pas une aimantation permanente, mais je vais pas dire c'est pas par induction le terme. Je me souviens plus du terme exact, je vais essayer de vous le mettre par écrit dans la vidéo quand je vais la monter. Mais quand on approche en fait du cuivre, qui à la base, vous voyez, il colle pas à l'aimant, hein. Mais quand on approche le cuivre d'un aimant et qu'on le fait bouger, on crée en fait des courants à l'intérieur de cet élément en cuivre. Et ces courants, bah, eux-mêmes, créent un champ magnétique qui est opposé à celui dans lequel le petit aimant circule. Et bah, c'est là que ça devient vachement intéressant. Il freine finalement l'élément en cuivre. Et donc si vous avez votre petit objet, là, notre pendule qui se balade au-dessus des aimants, alors là à la main, bon, je ne le sens pas, c'est pas violent, hein. Mais voilà, ce petit élément en cuivre en fait permet d'amortir les oscillations de notre pendule.
Alors, je vais essayer de vous trouver une vidéo ou deux pour vous montrer. Il y a des expériences comme ça qui sont faites avec un aimant qui traverse un tube en cuivre et on voit qu'on lâche l'aimant d'un côté et l'aimant descend très doucement dans le tube en cuivre avant d'en sortir et de tomber. Ben, c'est exactement le même phénomène qu'on utilise ici. Voilà. Un petit amortisseur, un petit frein magnétique. Voilà. Voilà, bah écoutez, ce petit module, ma foi, outre la partie électronique qui malheureusement est décédée, là elle me sert encore à recharger la batterie avant de la mettre à stocker, bah, il nous apprend des petites choses encore plutôt intéressantes, hein, vous voyez, voilà. Allez, merci encore, à très bientôt.